Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, ce 19h30, une quarantaine de patients en situation irrégulière au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou retrouvent leurs familles respectives pour compter de ce 31 décembre. C'est un geste de solidarité porté par le gouvernement du Bénin qui apporte ainsi de la joie au cœur de ces pensionnés du CNHU Hubert Koutoukou Maga. Cotonou en pleine transformation comme plusieurs autres villes du Bénin. Le tronçon Carrefour Bélier, poste de péage et pesage d'Ekpé n'échappe pas à ces travaux et c'est le constat fait par les responsables de la société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Okoué au cours d'une descente sur le terrain. Et puis les membres du Lions Club International District 403 à 4 étaient en conclave le week-end dernier à Cotonou et c'était l'occasion pour les clubs Lyon des zones 22 et 23 de tenir leur deuxième comité consultatif du gouverneur du district, bilan également des activités menées au cours du second trimestre avec une projection sur le devenir des clubs Lyon. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le gouvernement du Bénin apporte secours et assistance à des pensionnaires du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou pour le règlement de leurs factures. Une quarantaine de patients en situation irrégulière pour n'avoir pas pu payer depuis des mois leurs notes de soins, mais qui retrouvent leurs familles respectives à partir de ce 31 décembre. Almouni et Ariganti ont fait le constat que voici. Elle s'appelle Marie Soglo. Elle a accompagné une proche au service pédiatrique du Centre national hospitalier et universitaire CNHU Hubert Maga. Après les soins, elles n'ont pas pu régler leurs factures et y sont gardées depuis plus d'un mois. Mais aujourd'hui, grâce à la descente des ministres du gouvernement, elles pourront rentrer chez elles pour le nouvel an. Comme cette famille, ils sont environ une quarantaine de patients du CNHU en situation irrégulière. Il y en a au service des urgences, de la traumatologie, de la chirurgie viscérale et de la cardiologie. Faute de moyens pour payer les soins, ils y sont retenus. Il faut dire que parmi ces malades, il y a ceux qui sont des indigents, c'est-à-dire ayant bénéficié d'une enquête sociale par les services du ministère des Affaires sociales, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face à leurs soins. Et il y a ceux qui ne sont pas des indigents, mais qui ponctuellement également ont été malades, ont été traités et ne peuvent pas faire aujourd'hui face aux frais des soins. Face à cette situation, le gouvernement apporte son soutien aux personnes concernées. Leurs frais de soins sont entièrement pris en charge. Nous voulons rassurer les malades qui sont là, ainsi que leurs parents, qu'ils pourront rentrer tout à l'heure même chez eux, afin de fêter dans leur famille. Cette descente des ministres de la Santé, des Affaires sociales et des Finances fait suite à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et ce geste du gouvernement en est le résultat. Vous savez, pour un hôpital, l'État chaque année fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020 qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020. Je pense qu'il est important de rappeler ces chiffres parce que face à l'émotion suscitée par cet événement sur les réseaux sociaux, il est important que le gouvernement communique pour dire que nous avons un dispositif qui permet de couvrir le fonctionnement des hôpitaux, la prise en charge des travailleurs, mais également des indigents. Dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu le programme Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE pour la prise en charge des soins de santé des pauvres. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais ARCHE avance, c'est-à-dire que là nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. En attendant, ces patients du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Maga retrouveront leurs familles pour les fêtes.
Pour la 5e fois durant le quinquennat qui s'achève, Patrice Talon s'est livré à l'assise constitutionnelle du discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Et en 20 minutes chrono, il a dressé le tableau des avancées enregistrées lors des 5 dernières années dans tous les secteurs. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, par exemple, le chef de l'État a reconnu qu'il reste à parfaire et invite le peuple béninois à le soutenir dans ses options. Et quelques citoyens de Cotonou en donnent ici leur appréciation au micro de Teddy Goudalo. Le président de la République a fait un discours impeccable. Et le chef de l'État a parlé côté du santé, le chef de l'État a fait son mieux. Et côté l'éducation, le chef de l'État a dit que c'était l'éducation, ce n'est pas bon, on peut améliorer ça. Je pense que bravo au chef de l'État. Le chef de l'État, Patrice Talon, a dit qu'il a fait beaucoup d'infrastructures. Oui, le chef de l'État a fait beaucoup d'infrastructures comme route, de quitter Assine Cocotte pour aller à Sekandi. Le chef de l'État a fait cette route-là, c'est bon. Regarde, de quitter à Pidjose pour aller à Kokbato, à Godomé, le chef de l'État a fait ça, c'est bon. C'est ça que nous on veut. Le chef de l'État, il a dit qu'il n'y a plus de tractation honteuse à l'Assemblée. Les valises ne circulent plus comme avant. Et quand il a dit ça, j'ai été un peu surpris. Ça veut dire que les valises circulaient avant. Si les valises circulaient avant, c'est grave. Eh bien, au niveau du secteur politique, il y avait des transactions qui se faisaient et dont peut-être le commun des mortels n'était pas informé. Donc nous en sommes informés aujourd'hui qu'il y avait des tractations. Aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il n'y en a plus. Nous prenons acte de ça et nous observons. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que la corruption qui avait toujours été dénoncée, ça voudra dire que c'est dans la sphère politique que cette corruption-là était enracinée. Et que si l'on veut réellement éradiquer la corruption, il va falloir commencer par travailler au niveau des acteurs, des acteurs politiques sur, n'est-ce pas, cet aspect de la chose. On attendait le chef de l'État sur la réouverture des frontières avec le Nigeria. Le chef de l'État n'a pas pipé mot sur ce point. Or, c'est très important. On connaît l'utilité du Nigeria. Côté eau et électricité, c'est vrai. Il y a eu des progrès. Et le chef de l'État, sur ce point, à 80%, il a convaincu. Il y a d'autres points sur lesquels nous on attendait le chef de l'État. C'est par rapport à la question sociale. C'est vrai qu'il a annoncé que le budget de 2021 est un budget fortement social, mais nous n'avons pas eu de grandes annonces du chef de l'État. Les travailleurs que nous sommes, nous n'avons pas eu de grandes annonces du chef de l'État. C'est vrai que le chef de l'État a parcouru rapidement tous les domaines d'activité, mais nous a montré clairement dans son discours qu'il reste du travail à faire et qu'il y a des domaines où la situation reste encore préoccupante, à savoir le domaine de la santé, il l'a dit, le domaine de l'éducation. Et quand vous prenez l'éducation et la santé, ce sont deux domaines qui concourent en réalité au bien-être, qui concourent au développement, qui permettent de nous mettre au travail. Et donc les perspectives, c'est ce que moi j'ai compris, les perspectives pour le chef de l'État aujourd'hui, c'est forcément continuer dans les domaines où il y a eu beaucoup d'améliorations, mais c'est forcément tenir les domaines de l'éducation, le domaine de la santé, pour que nous puissions arriver donc à destination. Le chef de l'État a conclu en nous montrant que le Bénin est aujourd'hui sur les rails et que nous avons emprunté un chemin, ce chemin qu'il faut à tout prix que nous puissions tous défendre ce chemin, que nous puissions défendre cet idéal que nous avons retrouvé ensemble pour que, quel que soit ce qui se passera dans ce pays, que nous sachions que nous avons une feuille de route et qu'avec cette feuille de route, nous pouvons aboutir au développement, à l'autonomie en réalité de ce pays. Donc voilà un peu ce que moi j'ai retenu du discours du chef de l'État. Le secteur par exemple de l'économie numérique, le chef de l'État a reconnu que nous sommes encore très loin de nous prévaloir d'une couverture nationale par rapport à l'Internet et a projeté à l'horizon 2023 la probabilité d'atteindre un niveau appréciable par rapport à la couverture Internet. Ce qui est important, c'est qu'il y a des réformes qui ont été entreprises, dont nous avons vu les résultats dans l'immédiat. Il y a des résultats qu'on aura à court terme, à moyen terme et à long terme. On a initié des choses, ce n'est pas fini. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si en 5 ans nous avons pu faire ça,
Imaginez plus 5 ans encore ce que nous allons faire et où va se situer le Bénin. Donc c'est ça qui est merveilleux dans le message. Le chef de l'État nous a appelés tous à la paix, à la concorde, à la fraternité. Il nous a rappelé que c'est avec ces 3 éléments que nous pourrons continuer l'œuvre de développement entamée. Et donc que chaque Béninois et chaque Béninoise, quelles que soient nos visions, quelles que soient nos aspirations, quelles que soient nos perspectives, que nous puissions tenir compte du fait que nous avons fondamentalement besoin de la paix. Et avoir besoin de la paix, c'est d'utiliser des méthodes et des moyens qui concourent donc aux résultats que nous voulons chacun, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, mais que nous puissions savoir que ces méthodes et ces moyens doivent nous permettre d'aller au résultat, mais tout en conservant la paix dans le pays. Globalement, le président nous a permis de nous révéler à nous-mêmes. Nous avons confessé nos péchés, nous avons dit non au travers, nous avons décidé de révéler le Bénin à nous-mêmes. Nous nous sommes révélés à nous-mêmes, nous avons révélé le Bénin au monde entier, nous pouvons être fiers. Et donc désormais là-bas est haute. Les Béninois ne vont plus permettre la distraction. Les Béninois ont compris que c'est eux-mêmes qui ont le développement de leur pays, ce n'est pas quelqu'un qui viendra les distraire. Nous allons dire merci à notre capitaine, le président Patrice Talon. Merci à tous les Béninois. Mikuro Tadagbe, le Bénin a de meilleurs jours devant lui. 11 avril 2021 se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, une date que tous les Béninois en âge de voter attendent pour exprimer leur suffrage. Pour arriver à cette date, un certain nombre de dispositions sont prises en compte dans le projet de calendrier électoral, lequel draft a été présenté dans la journée du mardi 29 décembre par la Commission électorale autonome aux institutions de la République. Assion Kaya Songbon, Moufid Sabouran. La Commission électorale nationale autonome a présenté le projet de calendrier électoral aux institutions. Un calendrier dévoilé lors de la séance de concertation le mardi 29 décembre à Cotonou. Cette séance d'échange fait suite à l'adoption en Conseil des ministres du 25 novembre du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret stipule, si le calendrier électoral est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. À cet effet, la Sénat a voulu soumettre à votre appréciation le projet de calendrier qui a été élaboré en tenant compte, bien entendu, des grandes séquences et opérations prévues dans le décret précité. Le calendrier a été dévoilé en 17 points. Ça part de la publication du calendrier 90 jours avant le scrutin à la proclamation et la publication des résultats définitifs entre le 20 et le 25 avril 2021. Le calendrier prend en compte, entre autres, la mise à disposition des députés et maires du formulaire nominatif du parrainage de candidature du 10 au 31 janvier, la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats. Toutes choses qui nécessitent une organisation interne à la Sénat. La Sénat a élaboré son chronogramme d'activités à usage interne, bien entendu, et qui regroupe les différentes activités, y compris aussi les rencontres que nous aurons avec les OSC, avec les médias, dans le cadre de l'organisation de cette élection. Après lecture de la proposition, un débat a été ouvert et à l'occasion, quelques observations ont été faites que le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a expliquées pour rassurer les institutions. Direction Grand Popo, dans le département du Mono, poursuivre les travaux de l'atelier de sensibilisation et de formation ouvert lundi. Il est organisé par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable et réunit des membres des OSC et des cadres d'un service déconcentré et décentralisé de l'État. La séance porte sur l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Médecin et Florent Dou. L'hôtel Bel Azur de Grand Popo accueille dans l'une de ses salles de conférence et pour 3 jours des multiplicateurs ODD. Il s'agit principalement d'acteurs de la société civile ainsi que des cadres des services déconcentrés et décentralisés. En poste dans les départements du Mono et du Koufo, ils sont ici pour être sensibilisés et être formés sur l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation.
L'initiative est à mettre à l'actif du réseau des ONG pour les objectifs du développement durable, RODD. Je tiens à présenter mes sincères excuses aux participants pour les reports consécutifs de l'activité, lesquels sont liés essentiellement à la pandémie de la COVID-19. Cet atelier entre dans la mise en œuvre de la deuxième phase du projet intitulé « Sensibilisation et formation des multiplicateurs ODD sur l'agenda et ses outils d'opérationnalisation ». Il bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à travers le Programme d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement, PAST, phase 2. Le développement par le peuple et pour le peuple, dit-on. Cet hasard est fort cher au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. C'est pour cela que le PNUD, à travers le PASD, appuie cette activité initiée par le RODD depuis l'année 2019 afin de mieux faire asseoir un partenariat actif et participatif de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre et à l'atteinte des ODD au Bénin à l'horizon 2030. Les différentes communications qui vont meubler les travaux ont pour finalité de permettre aux participants de s'approprier l'agenda 2030 et les cibles prioritaires retenues dans les départements du Mono et du Koufo. C'est pourquoi je voudrais exhorter les participants à donc prêter une attention particulière à tout ce qui sera abordé au cours de cet atelier pour tirer l'essentiel afin de participer activement à la vulgarisation de l'agenda 2030 dans vos communes respectives. Mon souhait est que cette initiative, qui est à sa deuxième phase, se poursuive pour le reste des départements, car sa mise en œuvre nécessite la participation de tous et à tous les niveaux. Aussi, les organisations de la société civile ont-elles un rôle important à jouer dans la formulation de bonnes politiques et l'intégration de l'agenda 2030 dans les actions nationales et locales de développement. Nous espérons qu'avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers son projet d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement phase 2, le ROD va installer sous peu dans chaque commune des ambassadeurs ODD qui vont assurer le suivi et l'évaluation de l'agenda. À l'issue des travaux, les participants devront maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan national de développement, PND, et du Programme de croissance pour le développement durable, PCDD, au niveau local. Le programme d'action du gouvernement. Cotonou en pleine transformation subit des travaux de salubrité, comme c'est le cas dans plusieurs autres villes du Bénin. Le tronçon Carrefour-Le Bélier, poste de péage d'Ekpé, n'échappe pas à ces travaux. La société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokro y effectue depuis plusieurs jours des travaux de réaménagement. La direction générale de la dite société est allée constater ce qui est fait par les petites et moyennes entreprises. Et on fait le point avec Assou Kanya Sogmon et Henri Ganti. Le tronçon Carrefour-Le Bélier, poste de péage d'Ekpé, est en pleine transformation par la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Les travaux d'assainissement et d'aménagement qui s'y déroulent portent sur la démolition des installations abandonnées, l'enlèvement de gravats, la destruction des dépotoirs sauvages et le désherbage. Il y a quelque temps, l'espace était insalubre. On a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Nous avons fait le tout, mais ce n'est pas encore fini les travaux. Il y a deux autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. Les usagers riverains du tronçon sont unanimes pour affirmer que c'est une bonne initiative de la part de la SGDS. L'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. C'était très bien. Il ne faut pas laisser, il faut continuer à réparer, sinon ça va encore se salir parce que les gens vont venir verser toujours. Mais si c'est propre, ils vont cesser. Il est donc prévu l'aménagement de l'espace qui consistera en l'apport partiel et l'épandage de sable lagunaire, le reprofilage léger
et la plantation d'arbres. Nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace pendant au moins 2 mois pour maintenir et rendre propre cet espace. Les travaux vont durer jusqu'à fin janvier. Pendant ce temps, une phase de sensibilisation va se dérouler pour amener les riverains et usagers de l'espace à ne plus y déposer des ordures. Remise de matériel roulant à certaines directions du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le geste vise à appuyer les structures impliquées dans la mise en œuvre du programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day, présenté par Ulrich Ekwegaba. Voici les 8 véhicules flambant neufs mis à la disposition de certaines directions centrales techniques et décentralisées du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Placés sous la houlette du ministre Gaston Dossoui, la cérémonie vise à appuyer les structures impliquées dans la mise en œuvre du programme cadre d'appui à la diversification agricole PROCAD. Comme ça a été pour les directeurs généraux des agences territoriales de développement agricole, on a pu leur donner par l'entremise du PROCAD 7 véhicules pour chacune des agences. On s'est rendu quand même compte qu'ils en avaient vraiment besoin. Parce que ces véhicules, personne ne peut dire que ça n'a pas servi à rehausser la qualité des activités sur le terrain. Et après ça, le ministre est intervenu aussi, notamment pour les DDAP qui sont aussi des structures qui travaillent sur le terrain, plus certaines directions centrales techniques qui souffrent d'un manque cruel de véhicules. Ça fait son petit bonhomme de chemin parce que le projet n'avait plus tellement de moyens, mais l'un dans l'autre, avec tous les plaidoyers, nous avons pu constituer 8 véhicules, principalement pour le MAEP. Nous avons attendu longtemps. Nous devons aller sur le terrain et gérer ceux-là que nous avons mis sur le terrain. D'abord avec les réformes, ensuite avec le suivi, les gens qui sont au contrôle régalien. Nous devons les suivre. Donc les moyens de déplacement qu'on vient de nous donner, de nous octroyer, vont permettre d'aller à la durabilité de ce projet qui est en train de finir. Je demande à tous ceux-là qui ont reçu des véhicules, qu'ils prennent l'engagement de bien les utiliser, mais aussi de faire le suivi des innovations qui ont été mises en place depuis que le PROCAD a commencé ses activités au niveau du Bénin. Le programme a pour objectif de contribuer à la création des conditions nécessaires à une croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il couvre toutes les zones agroécologiques du territoire national. Lancé en 2012, il va connaître son épilogue le 28 février 2021. Je suis heureux qu'à la fin même de ce projet, on ait pu mettre en place des moyens neufs pour permettre de faire le suivi après projet et que les innovations qui ont pu aujourd'hui voir le jour puissent être renforcées et consolidées. C'est ce que nous voulons faire. Et les structures bénéficiaires sont bel et bien la direction de la production halieutique, la direction de l'élevage, la PRMP, parce que les dossiers qu'il faut gérer et qu'on a gérés jusque-là, il faut aussi les maintenir jusqu'à ce que 10 ans après, on soit capable encore de rendre compte. Pour rappel, PROCAD est l'enveloppe choisie par le gouvernement béninois et son partenaire la Banque mondiale pour abriter les projets que cette dernière finance dans le but de booster le développement du secteur agricole au Bénin. Rencontre des membres du Lion Club international Cotonou 403 à 4 le week-end dernier à Cotonou. Les clubs Lyon des zones 22 et 23 ont tenu leur deuxième comité consultatif du gouverneur du district. C'était l'occasion pour eux de faire le point des activités menées au cours du second trimestre et d'envisager les perspectives. Le point de la cérémonie avec Teddy Goudalo présenté par Assion Moukani Assiongo. C'est la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district A103A4 du Lions Club International que préside Mourita Labiola Tunji Adebayo. La rencontre de travail entre les clubs des zones 22 et 23 marque la fin du second trimestre d'activité des différents clubs à Lyon. Elle va permettre d'évaluer les efforts fournis et faire des projections dans le futur. La réunion de ce jour s'inscrit dans la droite ligne du déroulement de nos programmes d'activité où nous sommes appelés à faire
des pauses trimestrielles. C'est le moment pour les présidents des clubs de présenter aux responsables des zones 22 et 23 que dirigent respectivement Angelo Hospice Gbeha et Waliou Libanio leurs différents rapports d'activité effectués et en cours d'exécution. Mais bien avant cette étape, ils ont eu droit à une formation sur la politique de maintien de l'effectif et les objectifs de croissance. Nous avons un objectif au niveau international qui est d'atteindre un effectif de 1,5 million membres d'ici la fin 2021. Et pour atteindre ces 1,5 million de membres, nous devons justement au niveau des clubs accroître notre effectif, certes, mais aussi maintenir ceux qui sont déjà là. Parce que c'est avec ces effectifs-là que nous arrivons à faire les activités de service au niveau de nos communautés. J'espère bien justement que le message est bien passé, parce qu'au niveau du Lions Club International, nous avons tous les outils qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et j'ai cité quelques outils comme l'initiative qualité de club, le schéma directeur pour avoir un club fort. Toutes ces ressources permettent justement au club d'atteindre des objectifs qui nous sont fixés au niveau international. C'est donc parti pour de nouveaux défis à relever en termes de mobilisation de membres et de maintien d'effectifs au sein des clubs du district A103-A4. Le rendez-vous est pris et les présidents de clubs promettent faire le nécessaire. Ainsi s'achève cette transinformation, le tout dernier numéro pour le compte de l'année 2020, dans quelques heures 2021, année que nous souhaitons de grâce, de paix, de prospérité et de bonheur profond et durable pour chacun et chacune de vous. Juste après ce plateau, le message du chef de l'État, les vœux du chef de l'État à la nation. Très bonne suite des programmes à chacun, à toutes et à tous. Au revoir et en 2021, on se retrouve.